Bonjour et bienvenue à cette édition de la Tribune TVHR. Il y a quelques jours, on a mis en service le foyer légendaire. C'est un projet absolument magnifique que vous retrouverez au Parc des Éclusiers dans le Vieux-Saint-Jean. Pour nous en parler, on a la directrice touristique chez NextDev, Mme Mireille Labranche. Mme Labranche, bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Très bien, merci. Parlez-nous de ce projet-là qui est absolument magnifique, ce foyer légendaire, où on va raconter, je pense, l'histoire un peu du Vieux-Saint-Jean, mais comment ça va fonctionner? Oui, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un projet qui date, on est en travaux avec cette subvention culturelle-là depuis 2021. Donc, on aboutit finalement avec un projet qui est 100% local, un projet unique au monde. Donc, un travail colossal avec la compagnie Jacquard établie ici à Saint-Jean-sur-Richelieu et avec une aide précieuse de la Cargaison, le collectif, qui est également une entreprise de chez nous. Donc, je voulais quand même faire la parenthèse parce que c'est un projet qui est innovant, c'est un projet qui est unique, mais aussi qu'il y a des partenaires et des collaborateurs locaux qui se sont vraiment serrés les coudes là, pour être capables de faire naître ce beau joyau culturel à Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, pour répondre à votre question, c'est vraiment une expérience immersive, oui, avec l'histoire culturelle du Vieux-Saint-Jean, mais on parle du commerce, on parle de la première voie ferrée avec le Canadian Pacific, on parle également de la voie navigable à la construction là, du canal Chambly. Donc, on touche à plusieurs sujets commerciaux, industriels, culturels L'époque de la région. Prohibition aussi. L'époque de la Prohibition, on l'effleure également parce que, veut pas, le premier commerce qu'il y a eu à Saint-Jean-sur-Richelieu est bien évidemment l'époque de la Prohibition là, avec l'alcool venant des États-Unis. Donc, on fait vraiment le tour quand même assez rapidement. L'expérience dure quelques minutes parce qu'en temps froid, on veut pas que les gens décrochent de l'histoire, mais ça donne quand même un petit avant-goût là, pour pouvoir après ça aller visiter d'autres attraits culturels de la région. Bon, on appelle ça le foyer légendaire. Expliquez-nous un peu qu'est-ce que c'est sur le site, exactement ce que c'est. Oui, donc pour ceux qui sont de Saint-Jean-sur-Richelieu, au Parc des Éclusiers, donc c'est une forme noire, une forme carrée là, avec une protection. Là. Puis sur la devanture, on est venu simplement ajouter au mécanisme qui était quand même déjà existant. Il faut comprendre que le foyer avait été bâti et conçu pour qu'éventuellement on puisse venir activer cette expérience-là. Donc on est venu rajouter en fait haut-parleur, finaliser le mécanisme. Donc quand les gens appuient sur un simple bouton, ils ont l'option entre français ou anglais. L'histoire part d'elle-même et les flammes vont venir s'animer au rythme de l'histoire. Donc, c'est vraiment ça le concept là, sur place là, du foyer. Bon, vous avez dit que c'était unique au monde. Et c'est vrai que c'est unique au monde parce que ce genre pas d'exposition, mais ce genre de trucs, on les retrouve souvent à l'intérieur, dans des musées, Mais là, c'est à l'extérieur. C'est ça qui fait que c'est unique au monde, c'est que là, c'est la première exposition de ce genre à l'extérieur. Oui, à l'extérieur, c'est sûr que ça a venu avec des défis que brillamment, Jacquard a été capable de venir résoudre. Donc, c'est sûr que la question de volume, parce qu'au niveau des bruits environnants, il y a quand même des logements à proximité. On ne veut pas déranger les citoyens. Aussi au niveau du vent, les intempéries, l'hiver. Donc, un entretien au niveau du foyer qui demande plus de rigueur pour être en mesure de créer une expérience comme ça. Puis il faut s'assurer que les flammes ne partent pas dans n'importe quelle direction. Quand il y a du vent, on est sur le bord du Richelieu, il y a du vent, probablement que vous le savez. Non. Donc, c'est de venir, dans le fond, au niveau des technicalités, là, d'être en mesure là, de répondre à toutes ces contre-directions-là hivernales. Là. Bon, donc ça fait quand même quelques années que vous planchez sur ce projet-là. Est-ce qu'il y avait des défis, des contraintes que Jacquard, par exemple, devait se soumettre pour répondre aux besoins du projet? Oui, bien, c'est sûr que le foyer légendaire, je ne me souviens plus dans quelle année qui a été instauré, inauguré à la base dans le Vieux-Saint-Jean. Par contre, il y avait besoin d'avoir des entretiens réguliers sur les mécanismes intérieurs. Donc, il y a eu quelques réparations qui ont retardé là, le projet au niveau de son ouverture là, officielle. Mais c'est aussi que dans la période de temps, on travaillait sur 2 projets culturels en parallèle. Donc oui, le foyer légendaire, mais aussi l'expérience du blockhouse avec une expérience aussi immersive. Donc, on avait 2 projets en parallèle à livrer dans des délais quand même assez serrés. Puis, on voulait s'assurer de travailler avec des partenaires locaux aussi. Donc, c'était juste d'arrimer tout ça. Mais effectivement, là, le foyer devait être opérationnel l'année dernière. Il y a eu des contraintes, mais on s'assurait justement de le remettre à neuf, finalement, on va le dire comme ça, pour que, après ça, l'expérience puisse suivre son cours là, par la suite. Là. Ça, c'est le côté plus technique. Mais pour bâtir l'histoire, pour bâtir un peu les sujets,
du foyer légendaire, vous avez fait appel à quelqu'un aussi d'ici pour un peu là, aller chercher les faits marquants de notre histoire. Oui, on a eu plusieurs collaborateurs. On a travaillé avec Marie-Lou Desnoyers, là, qui est à la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, qui est une historienne. On a aussi travaillé avec la Cargaison, le collectif, là, pour la voix, pour les scripts, les textes et tout ça. Puis on a aussi eu l'aide du musée Haut-Richelieu là, pour s'assurer que tous les faits, tout ce qu'on comptait finalement était bien véridique là, puis qu'on ne se trompait pas dans l'histoire. Donc, plusieurs intervenants, c'est magnifique, mais ça crée aussi des délais d'exécution, bien sûr, mais le produit fait en sorte qu'on est vraiment fiers d'avoir un produit qui est 100 local. Oui. Donc, ça fait quelques jours que c'est accessible au public. Est-ce que vous avez déjà eu des échos de ça ou c'est encore trop tôt? On est encore en période de promotion là, pour en parler aux gens? Oui, la promotion vient tout juste de sortir. On fait des tests au niveau de la promotion, de voir ce qui fonctionne le mieux pour s'assurer que la majorité des citoyens soient au courant. Les citoyens vont être vraiment notre public test. On n'a pas eu de commentaires que les choses ne fonctionnaient pas bien ou autre. Par contre, on va miser là, sur avoir plus de commentaires, de rétroactions sur les réseaux sociaux là, pour savoir comment que les gens apprécient. Oui, de toute façon, ça risque d'augmenter avec le beau temps et la période touristique cet été. Là, les gens vont y aller davantage. Et je pense que ce projet-là fait partie un peu là, de tout le parcours patrimonial, en fait, les vestiges du Haut-Richelieu qu'on appelle. Là. Donc, ça fait partie de tout ça. Là. Oui, exactement. Donc, l'idée, c'est que les gens n'aient pas nécessairement un point de départ à Saint-Jean-sur-Richelieu, mais naturellement, le trajet va se faire comme suit. Donc, les gens pourront partir de Saint-Jean-sur-Richelieu, puis monter vers le blocage de Saint-Paul de l'Île-aux-Noix et passer au travers avec le fort Lennox, le fort Saint-Jean. Donc, tous les vestiges militaires historiques qu'on a sur le territoire, l'idée, c'est d'en faire un circuit naturel, pas un circuit nécessairement guidé, mais que les gens pourront suivre là, dès cet été, là, faire le tour de nos bâtiments. Oui, on va se croiser les doigts pour le fort Lennox, là, parce que les nouvelles ne sont pas très bonnes de ce temps-ci, mais on va espérer que le tout fonctionne bien. Justement, on va parler un peu de la saison touristique. On s'est parlé juste avant le début de la saison l'année passée. Quel bilan vous dressez de la dernière période touristique? Oui, la dernière période touristique, en fait, on a commencé à sonder les entreprises pour être capable de dresser le bilan là, pour notre AGA du mois d'avril là, qui vient. Donc, on n'a pas encore toutes les données. Par contre, les entreprises sont majoritairement satisfaites de l'achalandage. Vous serez conscient qu'on a eu, bon, c'est sûr, une baisse au niveau des visiteurs américains. Par contre, au niveau des nuitées, là, on était maintenu autour de 70 du taux d'occupation au niveau des nuitées, là, que ce soit en hôtellerie, en auberge et autres. Donc, on a un beau taux d'occupation en hébergement. Bon, puis c'est sûr que les attraits de plein air, quand il pleut, on est toujours assujetti au lauréat de la température, mais les festivals ont bien fonctionné. Donc, je vous dirais qu'on a une tendance dans le Haut-Richelieu qui se maintient. Bon. Donc, ça va bien. Idéalement, cette année, on veut que ça se surpasse. On aimerait avoir une année là, comme pré-pandémie, là, de vraiment y revenir à 100 là. Oui, exactement. Il y aura bientôt l'ouverture officielle de la Maison de l'économie qui sera située pas très loin d'ici, dans le centre-ville. On s'installe tranquillement, mais il y aura un nouvel accueil touristique à l'intérieur de la Maison de l'économie. Je pense que l'ouverture va se faire dans quelques semaines. Peut-être nous parler un peu de ce que ça va donner aux gens et la nouveauté que ça peut amener pour le tourisme dans le Haut-Richelieu. Oui, bien comme je viens de dire, on veut que cette année, ce soit un été un peu record là, de revenir après pandémie. Puis l'accueil touristique va vraiment servir de levier. L'idée, c'est que notre accueil touristique va être en fait l'accueil aussi du guichet unique avec la Maison de l'économie. Donc, on ne veut pas que seulement que les visiteurs, les touristes viennent, mais également les citoyens qui puissent se réapproprier ce bâtiment-là, ce local-là, en fait, au même titre que les entrepreneurs. Donc, oui, il va y avoir l'information touristique de base comme on a toujours eu, mais à ça, on va rajouter des expositions, des week-ends de dégustation. Donc, on va donner un petit, excusez-moi l'anglicisme, une vibe un peu plus événementielle pour attirer les gens à venir nous visiter. Et on va avoir, parce qu'on parle beaucoup de culture, on va avoir un mur historique avec des artefacts en exposition, là, une gracieuseté là, du musée du Fort Saint-Jean et également une participation là, active là, du musée du Haut-Richelieu. Donc, on aura des expositions permanentes, on aura des expositions aussi avec les partenaires localement. Puis, on aura également une petite boutique là, qu'on est en train, là, je ne vais pas trop en dire, là, mais une petite boutique aussi que vous verrez, qui ne sera pas des produits du terroir, mais quelque chose quand même localement là, qui va pouvoir faire en sorte que les gens vont venir pas que l'information touristique, là, mais créer vraiment un hub
un hub touristique. Bien, je vous dirais que c'est un plus. Je pense que surtout que Saint-Jean, de toute façon, il y a de l'histoire, donc de relater un peu l'histoire culturelle, parce qu'on relate beaucoup l'histoire de la ville, mais d'y aller de façon plus ciblée, touristique et culturelle, je pense que c'est une très bonne idée, effectivement. Donc, donner une nouvelle vocation, je pense que ça va faire en sorte que les gens vont redécouvrir notre accueil touristique, vont pouvoir se le réapproprier, puis on aura des événements au travers qui seront annoncés là, à notre lancement de saison touristique. Oui, parfait. On va parler aussi de tourisme d'affaires et sportif. On va commencer par le sportif parce qu'il y a deux événements importants quand même qui s'en viennent ici cet été, le défi Pierre Lavoie et les championnats du monde cyclisme. Peut-être parler un peu de l'impact que ça peut avoir pour la région de Saint-Jean. Oui, en fait, les deux événements vont vraiment nous donner de la notoriété, de la visibilité, là, vraiment au niveau national et même au-delà pour ceux qui aiment suivre ce sport, en fait, parce que c'est très niché. Donc, ça va donner de la visibilité pour la région par les médias, parce que nous, on va faire aussi au niveau de notre offensive marketing en concertation, bien sûr, avec la MRC puis la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Au-delà de ça, nous, on va avoir un kiosque d'information touristique au Collège militaire lorsqu'il y aura le village relais, là, avril, avec le grand défi Pierre Lavoie. Parce que le défi Pierre Lavoie, en fait, le regroupement, en fait, tout va se faire à partir du Collège militaire. Exactement. Donc, on aura une présence terrain aussi pour s'assurer que les cyclistes, parce que durant leur passage, on va se le dire, ils n'ont pas vraiment le temps d'aller visiter, mais on veut s'assurer qu'ils reviennent par la suite là, durant l'été avec leur famille. Donc, on a une opération charme à faire avec eux. Et on travaille aussi avec les municipalités rurales pour s'assurer que l'accueil terrain, quand les cyclistes vont passer aussi dans le milieu rural, puisse avoir un accueil aussi digne de ce nom pour uniformiser l'accueil du territoire là, lors de ces passages pour justement là, que les gens puissent revenir là, par la suite. Ouais. Et je reviens sur les championnats du monde. Je l'ai mentionné ici sur le plateau. C'est une carte postale pour la région absolument extraordinaire parce que ce sera couvert pas seulement en Amérique, mais partout, parce que le cyclisme, c'est un sport qui est très populaire en Europe. Donc, le fait que les championnats du monde viennent ici, ce sera retransmis en Europe. Donc, ils auront des images ici. Ils vont voir que la région peut offrir de très belles cartes postales. C'est une magnifique vitrine. C'est des belles opportunités qu'on a. On travaille de très près avec Tourisme Montérégie, Tourisme Montréal aussi sur les mondiaux là, pour être en mesure justement de s'arrimer sur, encore une fois, l'accueil. Je vais le répéter souvent, mais c'est vraiment la priorité de miser sur notre accueil, l'accueil au niveau aussi des citoyens. Les cyclistes dorment dans des lieux précis, mais leurs familles qui vont les suivre vont être hébergées dans nos hébergements ici localement et aussi un peu au 10-30, mais nos hôtels sont déjà préparés. On va les accompagner pour s'assurer qu'on reste positivement dans l'esprit des gens. Oui. Et pour le tourisme d'affaires, est-ce qu'il y a des plans, des projets? Oui, en fait, on a commencé des plans d'action l'année dernière. On s'y attardait un petit peu moins en profondeur. On a depuis le mois de mars dernier une ressource attitrée à 100% au tourisme d'affaires. Donc, l'idée, c'est d'accompagner les entreprises localement différemment. Donc, des accompagner au niveau de l'organisation de formation, team building, l'hébergement et tout ça. Donc, d'avoir cette proximité-là avec le milieu commercial et industriel pour leur offrir un service supplémentaire au niveau de NextDev, au niveau du tourisme d'affaires, mais aussi pour les plus gros congressistes. Là, on n'en a pas nécessairement dans la région, mais des fois, ça déborde dans nos hôtels. Ouais. Donc, de s'assurer d'être encore plus près sur le terrain là, pour les accueillir. Mme Labranche, merci beaucoup. Et puis, on va suivre, bien sûr, l'ouverture du nouveau bureau d'accueil et on va aller voir le foyer légendaire. En tout cas, j'incite les gens à aller le voir parce que c'est magnifique. Merci beaucoup. Merci à vous. On fait une courte pause et on vient tout de suite après. Vous êtes un adepte du bingo? Télébingo vous permet de jouer dans le confort de votre foyer. 4 500 $ en prix à gagner. Et pour ce faire, vous devez vous procurer un livret comme celui-ci au coût de 9,50 $ chez un de nos détaillants, dont la liste apparaît sur notre site Internet tvhr9.com. Donc, c'est un rendez-vous dimanche matin 9h30. Télébingo. À tous les mois, écoutez Dans l'œil de Miss Ray et rencontrez des artistes et des organismes qui contribuent à la diversité culturelle de notre belle région. Ensemble, nous gardons l'art vivant. À tous les lundis, 18h30, sur les ondes de TVHR.
En septembre prochain, va se tenir la 2e édition du relais des pompiers. Il y a un pompier d'Henryville qui va y participer. Il s'agit de Maxime Partenza. Monsieur Partenza, bonjour. Bonjour. Mais parlez-nous d'abord de ce que c'est le relais des pompiers. En quoi ça consiste finalement? C'est, comme vous avez dit, c'est la 2e édition. Donc, c'est un parcours de Montréal à Québec. C'est divisé en 90 parcours, donc 90 pompiers qui vont se partager ce relais-là. Donc, chaque parcours est divisé à approximativement 4 km. Donc, mon parcours à moi se trouve à être à Stoke, donc au nord de Sherbrooke, un 4 km. On doit être en habit de combat, endossé, sous air. Donc, j'ai fait l'essai hier à la caserne. C'est 65 livres supplémentaires de poids. Donc, un très beau défi. Quand même. Et je pense que c'est pour une bonne cause. Vous faites ça parce que en fait, c'est une espèce de soutien aux grands brûlés. Exactement. Pourquoi c'est important pour vous de participer à ça? Sincèrement, quand je me suis inscrit, c'était vraiment un défi personnel. Je voyais vraiment ça comme un challenge au niveau personnel. Puis je crois à ma courte expérience de pompier qu'il faut soutenir les grands brûlés parce que ça peut toucher n'importe qui, autant pompier qu'un quelqu'un qui serait une victime finalement. Est-ce que vous avez été témoin de... Parce que vous êtes pompier quand même depuis récemment, mais est-ce que vous avez été témoin de quelque chose comme ça, puis c'est pour ça que ça vous touche? Non, pas particulièrement, non. OK. Donc, c'est vraiment personnel. Oui. C'est un dossier, en fait, des cas qui vous interpellent particulièrement, puis vous voulez les aider, c'est ça? Oui, exactement. J'ai envie de participer à ça. Bon, parfait. Vous l'avez mentionné, donc, c'est une course à relais, mais en habit complet. Vous avez fait l'expérience. Je ne sais pas si vous êtes sportif dans la vie, mais est-ce que ça représente un défi de faire ça? Ça représente un défi. Personnellement, le cardio, c'est pas mon fort, d'où le défi. J'ai déjà participé à des courses à obstacles dans le passé. J'ai adoré mes expériences, donc j'ai voulu recommencer avec ce défi-là. Bon. Et le défi est supplémentaire parce que je pense que vous allez faire partie du groupe qui va participer au relais là, en début de nuit. Je pense que votre départ est prévu vers 23h45. Donc ça ajoute un défi supplémentaire au niveau du réveil, que votre corps soit habitué à travailler à ces heures-là. Effectivement, je me prévois une bonne sieste dans la journée, c'est sûr. L'avantage qu'il va faire en courant de nuit, selon moi, va faire moins chaud. Donc ça peut être l'avantage également. Comme je disais hier, j'ai fait de l'expérience en habit. La chaleur grimpe très, très, très rapidement. Bon. Quel est justement votre rythme d'entraînement pour vous rendre jusqu'au relais au mois de septembre? Pendant l'hiver, comme je disais, je ne suis pas un courseur à la base, donc je ne voulais pas commencer à courir dans la neige. Donc, avant l'hiver, j'ai commencé côté muscu à la maison. J'ai un de mes collègues pompiers qui a amené un tapis roulant à la caserne pour que je puisse commencer. C'est ce que j'ai fait hier, justement. J'attends juste que les beaux temps reviennent. Je vais pouvoir m'y mettre à l'extérieur. J'ai déjà tracé mon parcours pour me pratiquer. Bon. Donc, ça va se faire. Donc, vous dites que c'est 90 pompiers qui vont se relayer. Donc, c'est vraiment de la course. Vous n'avez pas le droit de prendre une pause de marche pour 4 km. Est-ce que vous pouvez marcher ou c'est vraiment une course? Non, on peut marcher. Le but là-dedans, c'est pas de se blesser. C'est de parcourir, en fait, 4 km. Exactement. Il ne faut pas se blesser non plus. On reste tout humain. Oui, c'est ça. Donc, vous avez un 4 km à respecter, que ce soit à la course ou par la marche. Exactement. Bon. Il faut garder un rythme. Il faut être capable de le faire en 1 heure. Donc, une bonne marche rapide, une course si on est partant. Il n'y a aucun problème avec ça. Et comment vous en êtes venu à connaître cet événement-là? Tout à fait par hasard. Sur les réseaux sociaux, j'ai vu ça popper. C'est ma femme qui a dit « Hey, pourquoi tu t'inscrirais pas? » Pourquoi pas? Ben oui, c'est ça. Puis, simplement ça. C'est ça. Puis je pense que c'est un événement qui est organisé par la Fondation des pompiers du Québec. Hein? Par des bénévoles qui font ça au profit de la Fondation des pompiers, exactement. Bon. Votre travail, donc, si vous êtes pompier à Henryville, donc Henryville, c'est des pompiers volontaires, donc ce n'est pas votre métier principal. Mais c'est quoi le rôle d'un pompier volontaire? D'abord, ça a commencé d'abord par une formation naturellement pour apprendre toute la base. Après ça, on a des entretiens, des formations annuelles à suivre. Il faut rester quand même alerte puisque des interventions peuvent en avoir à toute heure du jour, de la nuit, la fin de semaine. Donc, il faut être paré à toute éventualité. Parce que vous avez un travail dans la vraie vie, là. Oui. Moi, présentement, je suis col blanc à Saint-Jean-sur-Richelieu. OK. Un travail pas très physique, donc oui. c'est pour ça que personnellement, j'essaie de garder la forme. Donc, l'entraînement, vous le faites dans vos temps
dans vos temps libres, dans le fond, parce que vous avez un travail à temps plein, plus les heures que vous donnez comme pompier à Henryville. Donc vous essayez de faire un horaire pour que vous puissiez vous entraîner pour participer à l'événement. Exactement. Bon. Évidemment, pour faire ça, ça prend de l'argent. Donc, ça prend du financement. Comment vous allez récolter l'argent nécessaire pour participer au relais des pompiers? Bien, présentement, mon objectif était de 1 500 $. Je suis rendu approximativement à 320 $. Là, pour réussir à aller chercher davantage de dons, finalement, on a décidé de mettre sur pied un souper spaghetti qui va se tenir samedi le 16 mai à Henryville, au Club FADOC Henryville. La FADOC nous a généreusement commandité leur salle, donc ça ne coûte aucun frais à ce moment-là. Donc, on a fait appel également, on a également approché une DJ pour l'animation. Animer la soirée, ouais. Animer la soirée, exactement, pour me dégager de cette responsabilité-là, parce que ce n'est pas mon domaine. On a été chercher permis de boisson et tout pour que ce soit un événement festif, autant pour toute tranche d'âge, finalement. Donc, votre objectif personnel, c'est 1 500 $, c'est Oui. ça? Mais je pense que l'objectif provincial, c'est près de 150 000. Oui. Hein? OK. Comment faire pour vous... Bon, autre le souper spaghetti, comment on peut faire pour vous encourager, pour participer à votre campagne de financement? Sur le site du Relais des pompiers, sous l'onglet « Participants », vous pouvez me retrouver Partenza, Maxime. Vous allez retrouver ma photo, finalement. On peut faire des dons par carte de crédit. Sinon, comme je l'ai dit, je l'ai mentionné, mon souper spaghetti, j'ai commencé à vendre les billets la semaine passée. Je me suis affiché en grand, je l'espère, sur les réseaux sociaux. Donc, j'espère que ça va faire son bout de chemin. J'ai demandé à mes collègues pompiers d'en parler dans leur entourage également pour qu'on puisse atteindre notre objectif. Avez-vous parlé à des pompiers qui ont déjà fait, qui ont fait l'édition de l'an passé pour savoir comment ça s'est passé? Non, j'en connais pas personnellement, donc ça aurait pu être une très belle expérience. Ouais. Mais sinon, le relais, on mis encore une fois sur Facebook, on crée un groupe Relais des pompiers où tous les participants actuels et précédents ont pu s'inscrire pour pouvoir discuter et échanger sur leur programme d'entraînement. Oui, oui. Est-ce que vous pensez que ça peut inciter certains de vos collègues à faire ça l'an prochain? Ça serait super. Ouais, hein? J'aimerais ça, qu'on soit une plus grande équipe, ça serait bien. Oui. Comment est venu le goût d'être pompier? Parce que, bon, on connaît tous des petits bonhommes. Moi, j'ai un petit-fils qui il voit un camion de pompiers, puis il vire fou, là. mais comment est venu votre amour, en fait, du métier de pompier? Comment c'est arrivé? Curiosité, sincèrement. Je suis quelqu'un qui travaille du côté administratif, mais je suis quelqu'un qui adore bouger de mes précédents emplois. Donc, je voulais vraiment servir ma communauté. Comme je disais, je suis pompier depuis quand même récemment, depuis 2023. Avant ça, j'ai été au conseil municipal en Henryville également. Donc, je suis quelqu'un qui aime redonner à la collectivité, qui aime s'investir. Donc, je trouvais que le côté pompier pouvait être vraiment intéressant, un très beau challenge également. Bon, vous avez parlé, vous avez eu une formation, mais cette formation-là, elle a combien de temps et qu'est-ce que vous faites dans ces formations-là pour éventuellement devenir pompier volontaire? C'est vraiment toute la base, finalement, du travail de pompier. Ma formation s'est étirée sur à peu près 1 an. C'est naturellement du temps partiel, puisqu'on a toutes nos vies, nos travaux, nos travails respectifs. Donc, c'était les mercredis soirs, les dimanches matins, théoriques, pratiques, où on apprend vraiment tous les termes, à manipuler les hoses, à comment faire des entrées par effraction, comment faire de la recherche et sauvetage de victimes. C'est vraiment toute la base du travail de pompier. Bon. On connaît le travail au quotidien des pompiers. Vous êtes pompier volontaire, donc vous n'êtes pas à la caserne à temps plein. Mais est-ce que vous devez assurer une présence physique quelque temps par semaine là, comme pompier volontaire ou vous êtes simplement sur appel? On est simplement sur appel, là. Donc, à tous les mardis, on a un entretien à notre caserne. Sinon, on est vraiment, vraiment sur appel. Si un des collègues n'est pas disponible, normalement, on se contacte pour s'avertir, puisqu'il faut quand même assurer un service aux citoyens. Donc, quand on arrive à un call, il y a un minimum de pompiers qui doivent être présents. Donc, c'est ça. Est-ce que la charge de travail est lourde? Est-ce que vous êtes appelé régulièrement sur des scènes? Ça varie. Ouais. Ça varie vraiment des mois. On a eu un mois de février calme, tant mieux. Ouais. C'est bien. On a eu un mois de janvier un peu plus chargé, où est-ce qu'on a été demandé un peu plus fréquemment, mais sinon, ça varie vraiment d'un mois à l'autre. C'est pas standard. Puis est-ce que, je sais que vous avez un bon travail à la ville, mais est-ce qu'éventuellement, ça vous est venu à l'esprit de faire ça à temps plein, que vous aimez suffisamment être pompier pour peut-être travailler là-dedans à temps plein?
Pour le moment, non. Il faut OK. dire que je débute encore. J'aime Ouais. grandement mon travail actuellement aussi. Donc, c'est vraiment un plus pour le moment. J'ai une très belle caserne en Henryville. J'adore mon équipe également. Donc, c'est super. Pour le moment, c'est comme ça. Ouais. Donc, on va rappeler la deuxième édition donc, du Relais des pompiers. C'est du 11 au 15 septembre. Vous courez 4 km, en fait, courir ou marcher 4 km. Et je rappelle que c'est en habit complet. Donc, c'est quand même 50 livres, je pense, plus de 50 livres Oui. que vous avez sur le dos pour participer à l'événement. Donc, chapeau. En fait, au mois de septembre, les canicules devraient être terminées l'espère. quand même. Donc, ça devrait être pas si mal. Mais en tout cas, on va espérer qu'il ne fasse pas trop chaud et que l'événement se porte très bien. Et je rappelle que vous devez, je pense que votre objectif, là, c'est de ramasser 1500 $ pour l'événement. L'objectif donc global de la campagne, 148 000 $. Monsieur Partenza, merci beaucoup. Bonne chance, bon succès pour ce relais des pompiers en septembre prochain. Merci à vous également. Ça complète cette édition de la Tribune TVHR. J'espère que ça vous a plu, mesdames, messieurs. À la prochaine. Au revoir.